Ruth, Boz est la femme de Proverbe 31. Vous voyez qu'on a fait un petit changement dans notre série, mais on reste bien dans la saison Ruth. Elle resta assise avec sa belle-mère. Ainsi s'est achevé le chapitre 2 du livre de Ruth. Nous commençons à nous attacher à ces deux femmes, n'est-ce pas? Moi, en tout cas, je m'y attache beaucoup. Nous commençons à nous attacher à Noémie, ma gracieuse, et à Ruth, amie, que nous avons accompagnées depuis quelques semaines déjà, et dont nous cernons chaque fois un peu plus le caractère. Revenues de la campagne de Moab au début de la saison des moissons, elles sont installées à Bethléem. Ruth prend l'initiative d'aller glaner et tombe par hasard, nous dit le texte biblique, sur le champ de Boz, en lui la force, proche parent de Noémie. Après un magnifique dialogue entre Boz et Ruth, Boz permet à Ruth de passer le reste de la saison des moissons à glaner sur son champ. Elle va donc glaner. Et grâce à l'audace et au travail de Ruth, parce qu'elle a demandé la permission de glaner davantage que ce qui était permis, grâce à son audace et son travail, et à la générosité et la bonté de Boz, les deux femmes ont de quoi survivre, en tout cas pendant une saison. Le manque de nourriture est comblé, en tout cas pour maintenant. La maison du pain fait à nouveau honneur à son nom, Bethléem, la maison du pain. Et Noémie commence à renouer avec la bonté de Dieu et la bonté de ses prochains. Et on se souvient, il n'y avait pas que le manque de nourriture, il y avait aussi le manque de descendance. Et ça commence à faire long pour Noémie. Il faut dire qu'elle a eu du temps pour réfléchir pendant toutes ces journées que Ruth a passées à glaner. Et on se souvient aussi que Noémie n'est jamais encore devenue grand-mère. La moisson est terminée et Ruth aura beaucoup moins d'occasions de rencontrer Boz, qui semble ne pas être indifférent à elle, mais sans plus. Ma gracieuse sait que Ruth ne fera rien non plus, parce qu'elle est très sage. Il est temps d'agir. On va entrer dans ce chapitre, et c'est Claude qui va faire la lecture pour nous. Noémie, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, ne dois-je pas chercher un lieu de repos pour toi qui te rendra heureuse ? Maintenant donc, Boz, dont tu as accompagné les jeunes servants, n'est-il pas notre parent ? Le voici qui bat l'orge sur l'air cette nuit. Alors tu te laveras, tu te parfumeras et tu mettras ton manteau. Tu descendras à l'air, ne te fais pas reconnaître par l'homme jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Et au moment du coucher, tu auras repéré l'endroit où il se couchera, tu iras et tu découvriras l'endroit à ses pieds, tu te coucheras et il te dira, lui, tout ce que tu auras à faire. Et Ruth lui dit, tout ce que tu me dis, je le ferai. Elle descendit à l'air du battage et fit exactement tout ce que lui avait ordonné sa belle-mère. Boz mangea, il but et son cœur s'en trouva bien. Et il vint se coucher à l'extrémité du tas de grains. Et elle vient, furtivement, découvrir l'endroit de ses pieds et se coucha. Or, au milieu de la nuit, Boz se réveille en sursaut. Il se retourna et dit, « Voici une femme couchée à l'endroit à ses pieds. » Il lui dit, « Qui es-tu » Elle dit, « Je suis Ruth, ta servante. Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. » Et Boz lui dit, « Béni es-tu, Seigneur. Ma fille, tu as fait preuve de bonté, mieux encore la dernière fois que la première, en n'allant pas à la recherche des jeunes gens, pauvres ou riches. Mais maintenant, ma fille, ne crains pas. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi, car tout mon peuple, assemblé à la porte, sait que tu es une femme de valeur. Mais voici, il est vrai que oui, certainement, j'ai le droit de rachat. Il y a aussi un racheteur plus proche que moi. Alors passe ici la nuit. Attendons demain matin. Nous verrons s'il veut exercer son droit de rachat à ton égard. Si oui, qu'il le fasse. S'il ne le désire pas, je l'affirme, aussi vrai que le Seigneur est vivant, j'exercerai mon droit de rachat à ton égard. En attendant, reste là couché jusqu'au matin. Et elle resta couchée
à l'endroit de ses pieds jusqu'au matin, et elle se leva avant l'heure où l'on peut reconnaître quelqu'un. De son côté, il s'était dit « Il ne faut pas qu'on sache que la femme est venue à l'heure de battage. » Il lui dit « Enlève le foulard que tu portes et tiens-le bien. » Elle le tint, et il versa 6 mesures d'orge qu'il l'aida à charger, et elle revint à la ville. Elle arriva chez sa belle-mère qui dit « Qui es-tu, ma fille ?» Et elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. Elle dit « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant « Ne retourne pas chez ta belle-mère les mains vides. » Naomi lui dit « Demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire aboutira, car Bose ne sera satisfait que s'il la règle aujourd'hui même. » Une rencontre osée. Je vous avais dit que Noémie avait pris de la vitesse. Texte un peu étrange, n'est-ce pas ? Mara l'affligée, celle qui pense être revenue à Bethléem les mains vides, se réveille et devient une entremetteuse avec des idées très claires en tête. Elle veut assurer un repos pour Ruth, c'est-à-dire lui trouver un mari selon la compréhension de l'époque. En parlant de son désir de trouver un repos pour Ruth, Noémie fait allusion à ses propres paroles prononcées sur le chemin de retour de Moab, souhaitant à ses belles-filles de trouver chacune le repos dans la maison de son mari, au chapitre 1. Sauf que maintenant, elle prend en charge elle-même ce qu'elle confiait alors à Dieu, comme le remarque justement un commentateur. Qu'est-ce qu'elle est en train de manigancer là ? Sur recommandation de sa belle-mère, Ruth se lave, se parfume et met son manteau, c'est-à-dire qu'elle se transforme en fiancée selon les conventions de l'époque. J'avoue que je suis un peu intriguée par la réaction de Ruth. Le narrateur rapporte ce qu'elle répond à sa belle-mère. « Tout ce que tu me dis, je le ferai. » Elle descendit à l'air et fit exactement ce qu'elle lui avait ordonné. On verra ça. Ce n'est pas du tout dans son habitude de simplement suivre. Elle est venue à Bethléem contre l'avis de sa belle-mère, et c'est elle qui a pris l'initiative d'aller glaner pour assurer la survie d'elle-même et de sa belle-mère. Toujours est-il que Ruth se rend sur l'aire de battage à la fin de la moisson. L'aire de battage était un endroit où on séparait les grains des tiges de son enveloppe. C'était un espace communal, donc ouvert à tous, à l'extérieur de la ville, parfois près de ses portes. Un lieu circulaire, à la fois ouvert et clos, public mais retiré aux potentialités diverses, notamment en contexte nocturne. Bref, un endroit particulier. Ayant repéré l'endroit où Bose était couché, Ruth s'allonge au pied de Bose quand celui-ci dort. À ce stade, il nous faut avouer qu'il y a quelques ambiguïtés dans ce texte, des jeux de mots peut-être, qui permettent au lecteur d'avoir des doutes sur les intentions de Noémie. Noémie incite-t-elle simplement Ruth à demander à Bose de la prendre sous son aile, de prendre soin d'elle au point de l'épouser ? Ou son intention est-elle moins louable, poussant Ruth à profiter du sommeil de Bose pour s'approcher de lui d'une manière non convenable, et ceci pour s'assurer une descendance et obliger Bose ensuite à l'épouser, ce qu'il n'aurait peut-être pas fait connaissant son origine étrangère. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une entreprise risquée, d'autant plus que Ruth n'a aucun droit, aucune reconnaissance, aucune protection. Ces démarches en Stummelings ne correspondent pas à ce que nous connaissons de Ruth. Le temps passé, couché au pied de Bose, a dû paraître terriblement long pour Ruth. Tout y est dans cette peinture de Chagall, écrit Mary Holdsworth. Le contact avec le sol, la tension de ce moment pivotant de l'intrigue, tout est calme, tout semble presque paisible, et pourtant, qu'arrivera-t-il quand Bose se réveillera ? Le moment est crucial. Ruth se prépare immobile au pied de Bose. Les couleurs sont presque terreuses, le contact avec la terre y est renforcé,
et pourtant sublimé par cette lumière venue d'en haut qui inonde l'image. C'est au milieu de la nuit que Bose s'éveille en sursaut et voit une femme à ses pieds. Étrange en effet. Les pensées se bousculent dans sa tête. Que s'est-il passé ? Avait-il tellement bu qu'il ne savait plus ce qui s'est passé avant ? Pourquoi cette femme est à ses pieds ? Qui es-tu ? Arrive-t-il enfin à bredouiller, faisant écho à sa propre question au chapitre 2, la question qu'il a posée au contremaître. À qui est cette jeune femme ? Qui es-tu ? Je suis Ruth, ta servante. Étends sur ta servante le pan de ton manteau, car tu as droit de rachat. Ruth a fait du chemin. Elle ne se défie plus comme l'étrangère, ni comme domestique, ce qu'elle avait fait au chapitre 2, quand elle a parlé avec Bose la première fois. Elle utilise ici un autre mot, traduit aussi par servante, mais pour se démarquer des autres servantes. Elle n'est pas servante comme les autres. Elle dit en quelque sorte, je viens dans une attitude de respect. Je viens sans m'imposer, mais je viens aussi te demander de nous protéger, Noémie et moi, et aussi, pourquoi pas, m'épouser. Et là, je retrouve la Ruth que je connais. Me voilà rassurée. Pleine d'audace, mais toujours remplie de sagesse. Tout au long du livre, Ruth agit plus qu'elle ne le parle. Et ça m'inspire. Et quand elle parle, elle le fait toujours avec discernement et force de caractère. C'est une femme qui sait penser par elle-même tout en respectant les autres. Et quelle ironie! Dans ses instructions à Ruth, Noémie lui a dit clairement de se placer au pied de Bose et d'attendre ce qu'il dira. Une attitude qu'on entend en général, peut-être des femmes à cette époque-là. Or, ce n'est pas du tout ce qu'elle fait. Elle n'attend pas. Elle prend les devants et confronte Bose à son devoir de rachat. On a expliqué la dernière fois qu'il y avait un système où il y avait des personnes, des proches, dans le clan familial qui avaient ce devoir de rachat, d'intervenir dans une situation de précarité pour aider les personnes. Elle rappelle à Bose ses propres paroles prononcées à chapitre 2, il y a quelques mois, lors de leur première rencontre, quand il leur dit « Que ta récompense soit intégrale de la part du Seigneur, le Dieu d'Israël, sous les ailes de qui tu es venu t'abriter. » Et Ruth ici utilise l'aile au singulier, traduit par manteau, et introduit ainsi la notion de mariage selon les codes en vigueur en Israël ancien. Oui, je cherche et refuge auprès de Dieu. On pense au psaume 62 aussi, qu'Énile nous a lu. Je cherche et refuge auprès de Dieu, mais il se pourrait que Dieu passe par toi, Bose, pour m'assurer un avenir, une protection durable. Et c'est bien Ruth qui souffle à Bose le plan à suivre. Et Bose, comment va-t-il réagir ? Renvoyer Ruth à la maison au plein milieu de la nuit ? La gronder pour son audace ? Non, c'est une bénédiction qui jaillit de sa bouche. « Bénie es-tu du Seigneur, ma fille, tu as fait preuve de bonté », à nouveau le mot chesed, mieux encore la dernière fois que la première, en n'allant pas à la recherche des jeunes gens. On l'avait dit, pauvres ou riches. Et maintenant, ma fille, ne crains pas. Tout ce que tu diras, je le ferai pour toi. On voit le renversement ici. Car tout mon peuple assemblé à la porte sait que tu es une femme de valeur. Eshet Chayil en hébreu. Quelle déclaration! Il reconnaît que Ruth agit avec bonté et qu'elle est une femme de valeur. La bonté, la chesed, nous la connaissons maintenant. C'est cette bonté contagieuse qui agit pour le bien de l'autre. Mais en quoi consiste concrètement la bonté de Ruth ici ? Elle semble préoccupée par la volonté de donner une descendance à son mari décédé et à sa belle-mère. Et il faut vraiment le placer dans le contexte de l'époque où la descendance avait beaucoup de poids, beaucoup d'importance. Bose est aussi soulagé que Ruth ne s'est pas attachée aux jeunes gens. On se souvient des tensions qu'on a cru percevoir dans le texte la semaine passée. Ruth
n'est pas non plus venue vers Boz pour le séduire. Elle est venue avec une demande honorable, courageuse. Elle a pris le risque aussi de se faire remballer. Et tout cela va mettre Boz en mouvement. Il annonce à Ruth qu'il agira conformément au plan soufflé par elle. Il voit en Ruth une femme de valeur. Oui, il faut que nous parlions un peu de ce que ça veut dire une femme de valeur et un homme de valeur aussi. C'est là qu'on va parler de Ruth et de la femme de Proverbe 31. C'est la deuxième fois qu'il est question d'une personne de valeur dans le livre de Ruth. La première fois, c'est le narrateur qui présente Boz comme étant un homme de valeur. En la disant de valeur, Boz met Ruth sur un pied d'égalité avec lui-même. Comme le constate Mary Holdsworth, qui a beaucoup travaillé sur le livre de Ruth et qu'on avait invité pour cette prédication. Donc, avec son autorisation, je vais reprendre quelques bouts d'un article qu'elle a écrit sur ce sujet dans cette deuxième partie, parce que c'était vraiment intéressant. Cette désignation comme femme de valeur, Eshet Chayil, n'est pas innocente et renvoie le lecteur à une autre femme de la Bible. Ce rapprochement est d'autant plus fort qu'en hébreu, les deux textes, Proverbe 31 et Ruth, sont côte à côte. Une des particularités du livre de Ruth dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il ne se trouve pas au même endroit dans la Bible hébraïque et dans notre Bible. Dans nos Bibles, nous suivons la répartition de la traduction grecque de la Septante pour ce qui est de la répartition des livres à l'intérieur de la Bible. Et dans notre Bible, le livre de Ruth se trouve quelque peu coincé entre le livre des Juges et 1 Samuel. Mais dans la Bible hébraïque, il se trouve après le livre des Proverbes et avant Cantique des Cantiques. Et le livre des Proverbes, donc directement avant Ruth, se termine par un poème au chapitre 31, un poème à l'honneur d'une femme, un poème qui a fait couler beaucoup d'encre. Qui a déjà entendu parler de ce poème à l'honneur d'une femme de valeur? C'est une femme, mais on ne sait pas exactement si c'était une femme réelle ou une femme qui a seulement existé dans la pensée du poète. C'est un poème qui a mis beaucoup de pression sur les femmes au cours des siècles. Et mettre ce poème côte à côte avec le livre de Ruth, ça peut apporter beaucoup de soulagement. Voilà ce que dit ce poème. Cette femme de valeur, elle se lève avant le jour, prépare le repas de sa famille. Après avoir réfléchi, elle achète un champ. Elle travaille même la nuit à la lumière de sa lampe. Ses mains s'activent à filer la laine. En tout cas, ça, c'est pas moi. Elle veille sur tout ce qui se passe dans sa maison. Elle est toujours active. Et ce n'est qu'un extrait. C'est une femme douée pour le commerce, mais aussi une ménagère infatigable et parfaite. Et cette femme, elle est appelée femme de valeur, et Ruth aussi est appelée femme de valeur. C'est comme si on voulait nous dire, voici le profil d'une autre femme de valeur bien différente. Méfiez-vous de l'idéalisation, méfiez-vous de la conformité. Ce poème à l'honneur d'une femme de valeur n'est pas une to-do list à cocher, mais c'est un certain état d'esprit qu'il met en avant. La femme de Proverbe 31, elle est riche, elle est reconnue, elle est juive, elle est mariée, elle a des enfants avec un statut économique important, alors que Ruth est pauvre, étrangère, moabite, veuve, sans enfants et sans aucun statut social. Elle fait même partie de ceux qui sont exclus des marginaux en Israël. Ce sont deux exemples de femmes fortes, aux circonstances de vie bien différentes, mais mises côte à côte, comme une façon de montrer que ce n'est pas l'étiquette que l'on place sur une personne, la juive, la moabite, la femme mariée, la veuve sans enfant. Ce n'est pas cette étiquette qui détermine la place et la valeur d'une personne. Ce ne sont pas les circonstances qui la caractérisent, mais plutôt ce qu'elles en font, comment elles vivent ces circonstances, qui sont souvent non choisies, comment elles amènent la vie là où elles sont, comment elles font preuve de cette bonté contagieuse. C'est mot qui apparaît aussi en Proverbe 31 et dans le livre de Ruth. Deux femmes qui agissent, deux femmes qui sont fortes, mais surtout deux femmes qui comptent sur l'Éternel. Deux femmes qui comptent sur l'Éternel. Si dans le livre des Proverbes, la femme étrangère est vue négativement, on peut vraiment voir ça tout au long du livre des Proverbes, le livre de Ruth montre comment une femme étrangère peut aussi être femme de valeur.
Ruth est une femme de valeur, là, dans sa vulnérabilité, au milieu d'une nuit remplie de dangers, où elle ose malgré tout, ose demander, ose mettre l'autre face à sa responsabilité, elle ose faire un choix a priori plus difficile, où elle fait preuve de confiance et de bonté. Mais avec toutes nos découvertes passionnantes sur ce lien avec la femme de Proverbe 31, nous avons coupé la parole à Boz. Il n'avait pas encore terminé dans ce qu'il disait à Ruth. Il se trouve qu'il y a un obstacle au plan de Ruth. Quand on regarde en détail le texte en hébreu, on voit que Boz a du mal à s'exprimer. Il s'exprime dans le texte d'une manière presque chaotique. Il a un nœud dans la gorge. Tant lui a été difficile de dire ce qu'il a à dire. Il y a un autre go, il y a un autre proche parent qui a la priorité sur lui, qui devrait intervenir avant lui. Du coup, nous comprenons un peu mieux pourquoi à la fin du chapitre 2, rien ne se passait. Il y avait un obstacle, mais une fois cet obstacle exprimé, Boz veut l'affronter. Il est vraiment résolu. Il réglera cette affaire quand le jour aura fait place à cette nuit bien particulière. Les hypothèses restent ouvertes sur les plans un peu scabreux de Noémie, mais plus de doute sur la rencontre réelle entre Ruth et Boz, cette rencontre qui était pleine de respect, de délicatesse, de finesse, de pudeur. Ruth se lève très tôt le matin, avant que l'on puisse reconnaître quelqu'un. Et Boz a un petit ou plutôt un grand message pour Noémie. Il met une grande quantité de grains dans le foulard de Ruth pour lui dire, en quelque sorte, à Noémie, même si ça ne s'est pas passé comme tu avais prévu, les choses vont s'arranger. Voici le gage. Et oui, il est temps de rejoindre Noémie ma gracieuse qui attend toute la nuit le retour de Ruth Ami. J'imagine qu'elle n'a pas beaucoup dormi cette nuit-là, qu'elle est quand même un peu nerveuse. Et vous l'avez peut-être remarqué à la lecture du texte que Claude a fait pour nous, quand Ruth revient chez elle, Noémie l'accueille avec une question bien étrange. « Qui es-tu » Au lieu de dire « Mais comment ça s'est passé ?» elle dit « Qui es-tu » que l'on pourrait comprendre comme « Es-tu déjà l'épouse de Boz ou es-tu encore Ruth la veuve ?» Je suis impatiente de savoir ce qui s'est passé. Et Noémie a droit aux explications de Ruth, tandis que nous n'assistons qu'à une toute petite partie de leur dialogue. Le chapitre 1 s'est achevé sur un verbe dynamique. Les deux femmes arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Le chapitre 2 s'est achevé par un verbe statique. Elle demeurait chez sa belle-mère. C'était l'attente. Le chapitre 3 se termine par le même verbe. Demeure, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire aboutira. À nouveau l'attente, mais une attente confiante cette fois-ci. Noémie a compris le message de Boz, et Boz n'a plus de temps à perdre. Il réglera cette affaire aujourd'hui. Mais pour nous, ce sera seulement dans 2 semaines, parce que la semaine prochaine, on va plonger au cœur de la thématique de la série de Ruth, le Dieu caché dans Ruth et au-delà, avec Audrey. Une femme de valeur, un homme de valeur se rencontrent dans un lieu chargé. Respect infini, délicieuse bonté, ils sont bien assortis. Ruth, déterminée, agit dans une insoumission soumise, alignée à ses convictions profondes. Boz, tout ému, a trouvé son âme sœur. Il fera tout pour ne pas la perdre. Et pour Noémie, une promesse. Tes mains ne resteront pas vides.